Madeleine, qui nous montre un autoportrait de son oncle. On s'attarde à des portraits c'est un des le docteur G qui a soigné Vincent. Le portrait d'un homme d'Arles. Alors là, il n'est pas question de profil. Oui. Et en rafale, comme ça, quasi comme une mitrailleuse, on joue avec des autoportraits. Les autoportraits de Rubens, grand bourgeois. Les autoportraits, un autoportrait gravé de Goya. Regardez, il est de profil, puis il nous surveille quand même. Un magnifique autoportrait peint de Goya. Un autoportrait de Delacroix. Un autoportrait de Monsieur Ingres, quand il était jeune. Magnifique portrait. Un autoportrait de Toulouse-Lautrec. Alors, il n'est pas sûr de lui, puis ça paraît. Il n'est pas sûr de qui il est. Il se représente dans le miroir, derrière des objets qui servent de... Bon, on ne soit pas trop mêlé à ça, hein. Il y a une distance, un plan repoussoir. Et puis, ben, c'est un compatriote, c'est un Hollandais comme Vincent, et c'est un grand maître de l'autoportrait, Rembrandt. C'est surprenant d'être Rembrandt pour Rembrandt. Le voici, fier de son succès. Un autoportrait un peu plus intime. Une représentation de Rembrandt, l'homme mûr. Rembrandt plus âgé. Ici, le vieux Rembrandt. Vous pouvez aller voir ça à New York. Il y a un petit peu... Il n'y a pas d'amertume là-dedans, hein, dans ce vieux-là, non. Un autoportrait de Van Gogh à la manière de Rembrandt. Alors, le même chapeau. Un autoportrait où il s'identifie très clairement comme peintre. Il nous représente son chevalet, sa palette. Le détail de la palette. Une dizaine d'images que je vous laisse aller parce que je vous sens petiller. Hein? Celui-là est beaucoup plus gros bloc, si on veut. S'il n'hésite pas à se représenter avec une certaine crudité, le fameux autoportrait à l'oreille, le détail. Un autoportrait à demi-en-bleu. On va s'en approcher, dans les yeux. C'est les yeux que j'ai choisi de mettre sur la fiche, puis je vais demander à Guy de nous faire une espèce de confusion. Van Gogh fut toute sa vie considéré comme un homme excessivement difficile, volontaire et même terrifiant.
Maintenant qu'il est en sécurité en sa tombe depuis 80 ans, on le regarde comme un héros. Pour une époque qui semble consacrée à l'effacement d'individus, il représente le contestataire de la première heure. Il s'est suicidé, c'est vrai, mais non sans avoir lutté plus durement contre les forces plus puissantes qu'aucun homme ne peut raisonnablement le faire. Il voyait le monde comme un gâchis intolérable, quelque chose que Dieu aurait rassemblé en vitesse lors d'un de ses mauvais jours. Et il avait suivi la seule voie honorable, un combat perdu. Bien plus, il ne se considérait pas comme un héros, ce qui rend son courage d'autant plus digne de foi. Il écrivait « Il est très probable que j'aurai encore beaucoup à souffrir, et pour dire vrai, je n'aspire nullement à la carrière de martyr, car j'ai toujours recherché autre chose que l'héroïsme, ce que je n'ai pas, ce que je n'admire certainement chez les autres, mais qu'encore une fois, je vous dis n'être ni mon devoir, ni mon idéal. » Alors, cette conférence-là s'intitulait « Les tournesols du désespoir ». Et c'est une conférence que je donne ici dans le cadre des impatients. Et c'est pas simplement une petite pirouette verbale, mais je pense que les tournesols de Van Gogh rendus ici deviennent les tournesols de l'espérance. C'est ce que je voulais apporter à votre lecture des œuvres des impatients. Alors, je remercie Café Jade, Guy Labière, les bénévoles, notre prochaine rencontre, Rosemarie Charret, le 17 avril prochain, et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.